viennent compléter l'offre sur notre commune. Je mets au voie le vote du budget de transport, qui est pour, même vote, contre, abstention. Budget annexe, pas d'activité marine, Saint-Mandrier. Le budget supplémentaire s'écrit en fonctionnement à 0 €. Il n'est pas modifié à l'investissement à 2 131 €, 2 131 573,94. Même vote. Même vote. Budget annexe, espace d'activité entrepreneuriale et vente universitaire. Le budget supplémentaire s'écrit en fonctionnement à 269 600 € et un investissement à 8 192 894,85 €. Un vote. Je vous remercie. J'ai annexe l'aménagement des zones d'activité économique. Le budget supplémentaire s'écrit en fonctionnement à 2 613 952,12 € et un investissement à 21 364 807,51 €. Même vote. Assainissement. Non seulement, c'est pas obligatoire. Non, pardonnez-moi, mais c'est juste une remarque de pure forme. En fait, si c'est plus simple d'appeler sur chaque délibération les votes un peu différents, pour, contre, abstention, parce qu'en fait, pour le coup, je ne vote pas du tout les mêmes votes que les délibérations d'avant. Donc je suis un peu désolé, mais pour la lisibilité de la chose, parce que les votes sont très différents selon certains budgets, les transports, si je peux vous faire plaisir, mais les autres activités. Je pensais par souci de cohérence, c'était toujours le même vote. Non. Ah ben très bien. Bon, voilà, on commence. Merci, président. Pour le dernier seulement, si vous permettez. Donc sur les zones d'activité économique, qui est pour? Vous êtes pour, hein, monsieur Navarre? Oui. Très bien, voilà, excusez-moi. Votre intervention. Qui s'abstient? Personne n'est contre, non? Je vous remercie. Assainissement. Le budget supplémentaire s'écrit en fonctionnement à 25 659,07 €, un investissement à 14 288 578,30 €. Merci. Qui est pour? Qui s'abstient? Il n'y a pas de budget annexe, assainissement non collectif. Le budget supplémentaire s'équilibre à 36 875,18 € en fonctionnement. Nous n'avons pas d'investissement. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc, je vous remercie. Budget annexe pour. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 4 431 435,35 €, un investissement en 904 829 €. Pour. Abstention. Donc, je vous remercie. Port métropolitain. Le budget supplémentaire reprend l'ensemble des budgets qui ont été fusionnés. Donc, il s'équilibre en fonctionnement à 8 932 068,16 € et un investissement à 3 177 805 €. Je vois qui est pour. S'abstient. Merci. Port de commerce. Tout bon. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 4 333 879,87 €, un investissement à 6 127 151,30 €. Tout bon. Merci. Parking métropolitain. Le budget supplémentaire s'équilibre en fonctionnement à 26 100 €, un investissement à 226 369,96 €. Qui est favorable? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, reprise de provision de transfert l'ancien syndicat mixte pour concurrence. Peut-être une observation, juste avant. Nous votons le budget principal en décembre, c'est un choix. D'autres votent en mars dans les communes. Il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient de voter en décembre, c'est que lorsqu'on vote le budget principal, on ne connaît pas l'assiette fiscale, puisque la loi de finances n'a pas encore défini le taux de revalorisation des bases, qui est un premier montant, mais on ne connaît pas non plus le résultat cumulé à remporter, puisque bien entendu, on ne connaît pas le compte administratif. Ce qui fait que
le budget supplémentaire, ce qui n'est pas tellement le cas cette année, mais le budget supplémentaire est très important par rapport au budget primitif, où le degré d'incertitude est élevé. Une autre méthode est de noter le budget en mars, avec bien entendu des techniques qui permettent, par des douzièmes affectés, d'avoir la continuité de l'activité en matière de fonctionnement et d'investissement. Mais, lorsque le vote a lieu, on le fait en connaissance quasi parfaite. Je ne dis pas qu'il faut changer, mais je dis qu'il y a une réflexion qui est menée par le service des finances pour voir quelle est la meilleure opportunité, si l'aventure, l'analyse conduisait à penser qu'il faut modifier, on verrait ensemble s'il conviendrait de le faire. Donc, reprise de provisions transférées dans l'ancien syndicat mixte de Toulon-Provence. Oui, il s'agit d'annuler cette provision transférée et en comptabilisant l'écriture de reprise pour un montant de 545 euros. Je le vois, qui est pour. L'abstention, abstention. Génex métropolitain. Oui, il s'agit de constituer les provisions pour gros entretiens et grandes révisions pour le plan de porte-rôle de la tour Candu au titre de l'année 2023, 75 000 euros pour le plan de porte-rôle et 85 000 euros pour le plan de la tour Candu. Qui est pour? S'abstient. Approbation du compte de gestion de l'Office intercommunal de tourisme. Oui, il s'agit du compte de gestion qui est identique à tout point au compte administratif que je vais vous présenter dans la prochaine délibération. Donc, si vous voulez bien le faire voter, je vous présente le compte administratif. Le président du compte administratif. Attendez, on l'absurdité totale. Heureusement que maintenant, le compte financier unique pour résoudre le problème, on nous demande de délibérer sur un compte de gestion qui est l'étude de la conformité au compte administratif, sans connaître le compte administratif, qui met la délibération suivante. C'était une lecture du. La loi, c'est mystère. C'est ça. Parlons du compte administratif. Donc le résultat est 2022, seul présente au titre de la section d'investissement un déficit de 931 124,45 € et au titre de la section d'exploitation un excédent de 2 108 700,70 €. Le résultat cumulé de l'exercice 2022 présente au titre de la section d'investissement un résultat cumulé de clôture un déficit de 327 917,07 € et au titre de la section d'exploitation fonctionnement un résultat cumulé de clôture de 5 374,43 €. Donc le résultat cumulé est largement bénéficié. Donc on vote pour le compte de gestion. Oui. Qui est pour? Monsieur l'agent comptable, qui s'abstient. Et on vote pour le compte administratif. Qui est pour? Qui s'abstient. Je vous remercie. Une observation qui est positive. Les résultats sont exceptionnels. Pour votre serviteur qui a présidé quelque temps l'Office du tourisme et qui comptait ses sous, comme on dit, pour la Gageta, c'est un moment de bonheur que je partage avec le président, qui est dû à deux raisons. La première, c'est que l'activité touristique est soutenue, puisque notre ressource est la taxe du séjour essentiellement, et l'autre, c'est qu'il y a eu une très bonne mobilisation des recherches de la taxe de séjour, notamment à travers différentes plateformes qui ont modifié les réalités. Donc c'est, je crois, très positif, et ça permettra à l'Office du tourisme d'abord de se développer en tant qu'office, mais peut-être d'avoir une stratégie plus approfondie au niveau de l'action qu'il peut mener en matière de promotion touristique. Mise à jour d'autorisation de programme et des délits de paiement Crestal à Yémen. Il s'agit simplement d'augmenter la durée d'une année de la portée à 6 ans, puisque le montant de l'autorisation du programme n'est pas modifié, reste fixé à 5 millions. Très bien. Pas d'observation, je me vois. Qui est pour? Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Alors, toujours autorisation au programme mise à jour pour tout un ensemble de voiries à mer. Oui, là, il s'agit de rajouter la portée à 6 ans au lieu de 5 ans, et ça entraîne une petite augmentation. On était à 7 millions 4 TTC, on passe à 8 millions 10 000 € TTC. Merci. Je me vois. Qui est pour? Je vous remercie.
Autorisation de programme toujours sur les confortement des falaises du Mont Faron. Il s'agit d'augmenter d'une année qu'on va porter à 6 ans et il n'y a aucune incidence financière. L'autorisation de programme qui va passer à 7 252 000 euros. Dans l'observation, je vous vois qui est pour. Je vous remercie. Institut de formation polyvalent des professions de santé. Oui, la liste s'agit simplement d'une ajustation de crédit de paiement sans aucune incidence ni sur la durée qui est fixée à 5 ans, ni sur le montant qui est fixé à 34 millions d'euros. Je vous vois qui est pour. Envisageons d'autorisation de programme d'opération de rénovation de programme plus long. Nous avons une augmentation de délai, puisque la durée est portée à 6 ans, et aussi une augmentation de montant, puisque on passe de 30 millions de TTC à 38 millions de TTC. Observation, je vous vois qui est pour. Abstention, une abstention. Merci. Envisageons l'autorisation de programme et de paiement, opération de réhabilitation du quartier des Sourcilières au Tramé. Il s'agit simplement d'augmenter la durée, de la passer à 5 ans, était de 4 ans, et le montant reste identique à 5 600 000 euros de TTC. Observation. Oui. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie de m'accorder la parole aujourd'hui afin d'aborder ce sujet qui me tient à cœur. Il s'agit bien sûr du projet de rénovation du port des Orcinières. Je tiens à préciser que je suis pleinement en faveur de la rénovation de ce port. C'est un projet essentiel pour préserver ce petit joyau. Cependant, j'ai des réserves et je m'inquiète sur la manière dont ce projet est actuellement mené. En effet, la convention qui a été actée entre la régie du port et la métropole semble donner la priorité à la voirie et aux terrasses, reléguant le port au second plan. Or, à mon sens, la rénovation du port en prenant en compte le partage des usages avec la plage aurait dû être la première étape de ce projet, la voirie venant en complément. Le port est le cœur de ce quartier, un lieu de vie pour les familles, pour les pradétants, et il mérite toute autre attention. Je m'interroge également sur la transparence de ce projet. Une grande concertation avait été annoncée lors des vœux du maire, mais aujourd'hui la délibération métropolitaine fixe les enveloppes budgétaires jusqu'en 2025 sans prévoir de programmateur ni de concertation officielle en amont. Nous en sommes au stade de la maîtrise d'œuvre avec un programme déjà bien engagé. Le comité d'intérêt local du port, du quartier, avait pourtant commencé à consulter les habitants. Ils se sont majoritairement exprimés pour la sauvegarde de l'authenticité des lieux, le maintien du terrain de moule, l'utilisation exclusive aux usagers du port du parking sur la voie d'accès à la capitainerie, le non-agrandissement des terrasses de commerce et la conservation de la capacité actuelle du port. Ces attentes sont en décalage avec les orientations prises par le maître d'œuvre désigné, dont l'objet de la convention sur laquelle s'appuie ce projet mentionne la suppression du grand parking, la fin des places de stationnement pour les remorques à bateau, l'extension des terrasses et des commerces, aux dépens du terrain de moule, la démolition de la quêterie et son éventuel déplacement, la suppression de la grue, etc. Tout cela va clairement à l'encontre des attentes des habitants et des plaisanciers actuels. Par ailleurs, la convention évoque des travaux de l'aménagement. On n'est pas opposé à ça. Alors, je vais comprendre. La délibération, c'est simplement un allongement de l'utilisation programme. Vous pouvez rappeler le cours, on ne doit pas être exhaustif sur le sujet. Excusez-moi, Monsieur le Président, je souhaite juste vous demander que ce projet ne soit pas mené trop précipitamment et que tous les acteurs concernés aient le temps de s'impliquer. Habitants du quartier, les plaisanciers, le CIF et l'ensemble des pradétants qui tiennent à ce petit feuille. Voilà, donc en l'état actuel des choses, je vais m'abstenir sur ce point. Merci. Monsieur Cécile. Oui, merci Monsieur le Président, chers collègues. Bon, je pense que là, Madame Briand démontre sa méconnaissance parfaite du dossier, tout simplement. On a une AG hier avec le siège des Orcinières qui s'est extrêmement bien passé. On a expliqué aussi où en était les projets, comme vient d'expliquer Monsieur le Président. C'est simplement la maîtrise d'œuvre a été désignée la semaine dernière. C'est donc une étude qui commence, rien d'autre. Donc dire que les choses ont déjà été faites, c'est faux. On a d'ailleurs fait une réunion hier avec le maître des services de la métropole que je remercie pour leur application sur ce
projet, comme sur tous les projets sur lesquels il travaille avec toujours, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils font un super travail. Le projet des auxiliaires n'échappe pas à la qualité du travail qui est mené par les équipes de la métropole. On est accompagné par quelqu'un qui a déjà travaillé sur d'autres communes. Je crois qu'il travaille sur Tamaris, il a travaillé sur Liège, c'est quelqu'un qui est reconnu dans le métier. Écoutez, le projet avance tranquillement, et comme vous l'avez dit, je ne vais pas en parler plus. C'était un sujet plutôt à dominante communale en ce qui concerne la violence, ça ne va pas le conseil métropolitain, donc je m'attirerai d'autres commentaires, et je remercie à nouveau tous ceux qui se sont impliqués sur ce projet. Merci. Bon, moi, je respecte complètement le choix de chacun. Mais on a un débat sur le qui est la prolongation complètement de l'autorisation de programme. Et je suppose qu'on a été voté, on a dit chose qui était vraiment importante. Il y a d'autres enceintes où on peut poursuivre dans ce débat. S'il n'y a pas d'autre intervention, je mets au voix qui est pour. S'abstient. Je vous remercie. Il s'agit de l'autorisation du programme de ligne paiement, la qualification de plus Jean-René à la Croix. Oui, cette législation de paiement permettrait de réduire le montant de l'autorisation de programme, fixé désormais à 2 870 000 euros, il était fixé à 3 870 000 euros, et il reste sur 4 ans. Je vois qui est pour. Abstention. Abstention. Merci. Je vous remercie d'abord, je me suis. La délibération suivante, c'est le protocole de fin de contrat de délégation de fermage du service public, l'assainissement collectif et le traitement des eaux usées, la station d'évaluation du Cap Sicile, amphitryon. Monsieur Cavada. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit, comme chaque fois, à la fin d'une délégation qui, je pense, se termine le 30 septembre 2023, d'autoriser la signature du protocole de fin de contrat. Observation, je mets au voix qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est le choix du délégataire pour la concession sur une délégation de service public, l'assainissement collectif au amphitryon. La délégation précédente ayant pris fin avec la signature du protocole, il s'agit de désigner le nouveau délégataire et il est proposé la compagnie des eaux et de l'ozone pour une durée de 10 ans, 3 mois et 14 ans. Merci. Mickey. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La station d'épuration Amphitryon à la Seine-sur-Mer a été mise en service en 1997. Notre station d'épuration traite les eaux usées des communes de Toulon, Évenos, Olioul, le Revers des eaux, Saint-André-sur-Mer, la Seine-sur-Mer, et ici pour les plages, soit une capacité de traitement des eaux usées de 500 000 habitants. L'usine a été équipée d'un traitement biologique permettant d'épurer les eaux à plus de 98%. Elle reçoit chaque jour 50 000 mètres cubes d'effluents qu'elle traite avant de les rejeter à la mer. C'est l'équivalent de 20 piscines olympiques. À l'année, cela représente environ 20 millions de mètres cubes. 20 millions de mètres cubes d'eau douce qui partent à la mer. Ce déversement entraîne une baisse de la salinité et donc une dénaturation du milieu marin. 20 millions de mètres cubes d'eau douce qui pourraient potentiellement être réutilisés à court ou à moyen terme si on décidait de se mobiliser sur cet enjeu majeur du développement durable. Afin de faire face à ce sujet qui nous concerne tous, je souhaite vous parler de la REUS ou REUS. Ce dispositif consiste à récupérer les eaux traitées dans les stations d'épuration pour les réutiliser sans les rejeter dans les milieux naturels, comme c'est le cas ici. Ces eaux reçoivent des traitements supplémentaires selon les usages que l'on souhaite en faire. En France, les eaux usées traitées peuvent servir à l'irrigation agricole et à l'arrosage des espaces verts depuis 2010. Je rappelle à toute fin utile que ces eaux sont rejetées au pied d'un massif forestier, le Cap Sicile, au risque d'incendie majeur pour lequel son utilisation serait plus que bienvenue. Depuis mars 2022, un décret d'application de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire autorise de nouveaux usages urbains comme le lavage de voirie ou l'hydrocarburage, qui est le nettoyage des canalisations. Sur notre territoire, nous pourrions l'étendre aux besoins de la marine nationale, par exemple pour le lavage des bateaux, ou à la sécurité incendie. Ces textes sont les prémices d'une longue ouverture juridique permettant une meilleure utilisation
l'évolution du climat, le GIEC, dans son rapport 2022, fait le constat d'une situation alarmante quant aux menaces qui planent sur les écosystèmes hydrauliques et sur les mesures urgentes d'adaptation à ces perturbations du cycle de l'eau. La Commission européenne demande aux États membres de respecter un objectif de 6,6 milliards de mètres cubes de REUT par an. Comme le rappelle l'article L212-1 du Code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable dans le respect des équilibres naturels sont d'intérêt général. En tant que responsable politique, il nous appartient de bâtir le présent en prévoyant l'avenir. Ce sujet doit en être l'un des principaux piliers. C'est dans cette optique d'avenir que le département du Var, sous l'impulsion de son président Jean-Louis Masson, s'est engagé dans l'action Var au 2050. Pour rappel, depuis le 27 juin, sur les 153 communes varoises, 87 sont en alerte renforcée, 43 en alerte sécheresse et 23 en vigilance. Dans le cadre du protocole d'expérimentation État-région, signé en novembre 2022 avec Elisabeth Borne, la Première ministre, la région Sud, sous l'impulsion de son président, a lancé officiellement en 2023 une expérimentation régionale pour la réutilisation des eaux usées traitées. La réutilisation des eaux traitées, entre dans le cadre du plan vert de la région Sud, une COP d'avance, et le président Muselier s'est engagé sur un plan hors plan. Je souhaite que notre métropole s'associe pleinement à ce cadre expérimental. Ensemble, donnons-nous les moyens de répondre aux défis qui nous font face pour notre métropole et pour nos concitoyens. Au sein de la métropole, nous avons un outil majeur pour répondre à ces enjeux, la station Amphitrya. Elle est l'une des plus grosses stations de la Méditerranée. À ce titre, elle peut et elle doit devenir un acteur majeur de notre engagement au niveau communal, métropolitain, départemental et régional. Malheureusement, je ne peux que tristement constater que le contrat de DSP ignore ces enjeux. Le cahier des charges pour lequel nous n'avons pas été interrogés lors de sa rédaction en témoigne. Aucune contrainte sur le sujet, aucune proposition, aucun engagement, ni à court terme, ni à moyen terme, n'est mentionné, alors que le contrat est prévu pour une durée de plus de 10 ans. Le candidat retenu se présente pourtant comme un acteur mondial reconnu. Je le cite, la réutilisation des eaux usées, traitées, s'impose en la matière comme une réponse rationnelle et locale aux pénuries d'eau qui affectent les citoyens et les acteurs économiques. Elle constitue l'une des meilleures solutions pour sécuriser l'accès à l'eau. À défaut d'une inscription claire de ces enjeux dans le contrat de DSP, j'espère, chers collègues, que cette réputation ne s'arrêtera pas aux portes de notre métropole, nous laissant dans quelques années un coup de sécheresse en bouche. C'est la raison pour laquelle je m'abstiendrai sur cette délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues, je veux toutefois conclure sur une touche positive et croire que tout cela n'est pas une fatalité. C'est tous ensemble, élus, équipe de la métropole, équipe de la Seine-sur-Mer, partenaires institutionnels, que nous arriverons à relever le défi de la REUT et que nous pourrons faire d'Amphitrya une station à la pointe, un outil novateur tourné vers la préservation de nos ressources et par là même que nous ferons de notre territoire métropolitain un territoire d'avenir. Je compte sur vous, Monsieur le Président, pour que la réunion prévue le 11 juillet impulse cette ambition et travaille sur la captation des financements publics conséquents alloués à cette cause. Je vous remercie pour votre écoute et apporte ma confiance pleine et entière à la métropole sur ce sujet hautement important pour le territoire sénois, pour le territoire métropolitain et pour la préservation de nos ressources. Merci pour la confiance pleine et entière que vous faites à la métropole. Après un tel réquisitoire, Monsieur le maire de Saint-Mandé. Monsieur le Président, mes chers collègues, d'abord vous dire que je voterai cette délégation de service public parce que, d'une part, je fais confiance à Robert Cavana et au service pour avoir choisi le meilleur candidat. Ce candidat exploite la
d'épuration depuis son origine, depuis donc 1998, à notre grande satisfaction. Par contre, j'ai donc lu la proposition qui est faite par l'entreprise. Je suis très surpris parce que j'ai à plusieurs reprises incité ce futur délégataire de mettre en place un dispositif de reuse qui pourrait nous permettre de réutiliser à peu près 10% de ce que nous rejetons en mer, c'est-à-dire 2 millions de mètres cubes. Alors pourquoi 10%? Parce que tout simplement, nos deux voisins qui sont l'Italie et l'Espagne réutilisent à peu près 10% de leur coût issus des stations d'épuration. Je ne dirais pas jusqu'à vous citer, si je veux citer, en Israël c'est 70% et à Singapour c'est 100%. Donc, restons les pieds sur terre, 10% serait un bon objectif. J'ai été très déçu, je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que ce délégataire a su proposer dans d'autres territoires en France des projets innovants de reuse, et je pense notamment au projet Jourdain qui consiste à rejeter les eaux usées de 3 stations d'épuration dans un barrage, laquelle eau du barrage est ensuite réutilisée pour être potabilisée. Donc c'est pour dire, c'est une innovation qui est importante. Là, qu'est-ce qu'on nous propose dans la DSP? On nous propose 2 projets. Un projet de reroute sur le site de l'Arda. Arda, c'est la station qui récupère toutes les eaux usées issues des particuliers, donc qui recourent des fosses septiques. On nous propose de réutiliser 180 000 m3 d'eau usée, c'est rien du tout. Pour un prix d'investissement de 7 millions d'euros et un impact sur le tarif des usagers de 0,074 € le mètre cube. C'est insignifiant, donc. Deuxième projet, c'est un traitement de l'eau usée en sortie de station d'épuration. Un pour les usages internes de la station et un autre pour les usages externes et qui consisterait à alimenter un ancien circuit de l'eau qui se trouve à Bercissier. Tout ça pour un montant de 1,7 million d'euros, 128 000 m3 et un impact sur le prix de l'eau de 0,012 €. C'est ridicule, alors que nous avons un émissaire qui part de Labourant, qui fait 1,8 m de diamètre, qui arrive jusqu'à la station, émissaire dans lequel on pourrait faire passer un tuyau allant en sens inverse, et ne serait-ce que l'utilisation de l'eau à l'usine d'incinération de Labourant, c'est 100 000 m3. En face, il y a la marine. À côté, il y a le site qui permet de traiter notamment les sables et les égouts qui sont issus des ports. Il y a les services techniques de la ville de la Seine. Il y a des stades, etc. Donc, la demande, elle est simple. Je pense qu'on en parlera dans une autre réunion bientôt. Je demande qu'on enlève de la délégation de service public les montants de 7 millions d'euros et 1,7 million d'euros et qu'on récupère ces montants et que nous traitions nous-mêmes ce sujet afin de se donner comme objectif de récupérer et réutiliser 2 millions de mètres cubes d'eau usée et que ça soit réinjecté dans, je dirais, soit un circuit, on va dire, métropolitain, soit un circuit en collaboration avec le canal de Provence. Merci, Monsieur le Président. Merci, M. Petit. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, écoutez, je suis un peu, non pas embêtée, mais Madame Niquet m'a coupé l'herbe sous le pied, et tant mieux sur ce sujet, puisque j'avais préparé mon intervention en évoquant le même type de données, en appuyant sur les mêmes sources, à savoir le GIEC, mais aussi le rapport annuel de l'eau et de l'assainissement de 2020, qui sont les données les plus stables que nous ayons. Je n'attendais absolument pas cette prise de parole de la part d'une des vice-présidentes. Évidemment que j'avais axé sur les mêmes arguments de mon intervention en parlant de l'importance de la question de l'eau, en évacuant évidemment la question de l'usage individuel, parce que c'est à mon sens une étape d'après. Je m'apprêtais à ce que, permettez-moi de faire un peu d'humour, ça permet de se détendre aussi, à ce que M. Vincent me fasse la leçon en m'expliquant que j'avais encore pas compris un certain nombre
de choses. Je m'étais donc préparée à lui rappeler ce qu'il avait dit dans les colonnes de Marc-Antoine, évidemment. Exactement. Monsieur Vincent qui avait dit il y a un an qu'il y avait un projet en ce sens sur la récupération des eaux usées depuis plusieurs années qui consistait à récupérer une partie de ces eaux traitées par la station en vue de les utiliser pour l'arrosage et le nettoyage, que les études étaient en cours. Donc peut-être qu'on peut être éclairé sur ce sujet. Et pour le coup, là je me pose la question, si Madame Viquet s'abstient sur cette délibération, Monsieur Vincent voudrait apporter un certain nombre de modifications, ne pourrions-nous pas nous poser collectivement la question de retirer cette délibération? Alors, je ne sais pas de manière réglementaire si j'imagine que sur la délégation c'est pas possible, sur le choix de délégataire, mais en tout cas ça pose un vrai sujet de fond. Je pense qu'on est tous convaincus de la sécheresse et de la problématique de l'eau qui sera le sujet du siècle à venir. Nous avons une particularité parce que nous sommes un territoire littoral et le ministère de la Transition environnementale permet justement d'avoir un certain nombre de dérogations par la situation de notre territoire. Posons-nous le sujet collectivement parce qu'il est effectivement extrêmement important et urgent. Merci. Monsieur Javert. Vous êtes de bonne cause que moi je rentre. Monsieur le Président, chers collègues, merci pour ces quelques instants. Je voudrais juste saluer le travail de notre ami Robert Cavalla en commission de délégation de service public, l'excellence du travail de l'administration et des services. Et je m'interroge collectivement devant vous tous sur les démarches de deux vice-présidents, Nathalie Viquet et Gilles Vincent, qui pourtant, je crois que le lundi matin, on a eu l'occasion de vous croiser en bureau, et je m'interroge sur leur degré d'information sur le travail qui a été effectué sur cette délégation. C'est certainement le bon moment, je ne sais pas si c'est le meilleur de se réveiller en conseil métropolitain pour expliquer que le boulot de la métropole n'est pas à leur niveau d'exigence, mais d'une certaine manière, je voudrais tout simplement leur rappeler que même si ces sujets-là peuvent faire l'objet de politiques politiciennes, ils sont plutôt experts dans ce domaine. Il faut être un peu sérieux et prendre un peu de hauteur. Et donc effectivement, comme dit Nathalie Viquet, faire confiance à la métropole pour pouvoir certainement très bien gérer ce dossier-là. Et donc bien évidemment, en tant qu'élu de la Seine-sur-Mer, Monsieur le Président, je voudrais juste vous dire que, et je ne serai pas le seul, je voterai pour cette délibération. Merci. Bien, quelques observations. D'abord sur l'information des élus. Je rappelle quand même que ce sont les élus dans le cadre du conseil métropolitain qui ont validé le recours à la DSP. Ensuite, s'agissant du choix de l'AMO, c'est le bureau qui a autorisé le lancement du marché pour avoir un AMO. Et une fois qu'on l'a eu, c'est le même bureau qui a validé et autorisé le président à signer. Donc, le monde était au courant de cette opération. Bien, au-delà, je revois Gilles Vincent lorsqu'il dit qu'il est déçu des propositions que nous ont fait les deux candidats, puisqu'elles sont à peu près similaires à 300 000 euros par an. Ceci étant, personne ne conteste la nécessité, l'urgence et l'importance d'utiliser cette fameuse réunie. Il n'en reste pas moins vrai qu'il faut faire attention, il y a un certain nombre de prérequis. D'abord, il nous faut les accords des bénéficiaires. Et que ces bénéficiaires sachent même quelle quantité et quelle qualité des eaux ils désirent. Ensuite, il nous faut les accords de ces bénéficiaires pour financer le réseau de distribution. À titre d'illustration, si on prend l'exemple de ces mois que j'ai demandé au service, pour partir de la station Amphitrya et aller dans le jardin de Fabregat, ça coûte 1 350 000 euros et une billetterie hors taxe. Enfin, manifestement, les services de TPM ont très bien travaillé sur ce dossier, ont prévu des demandes de réunion, puisque les deux candidats ont répondu, certes en deçà de nos espérances, mais ils ont répondu. Mais, comme l'a dit Gilles Vincent, le fait qu'ils aient fait des réponses sans doute peu satisfaisantes n'est pas en soi un problème, puisque nous avons deux voies pour faire évoluer la question. La première voie, c'est de
maintenant, qui connaît un certain nombre de conditions et de limites. Et la deuxième loi, c'est ce que l'on a déjà fait dans certaines opérations, c'est la maîtrise de l'ouvrage public. On récupère effectivement les sommes qui sont comptabilisées dans les offres et nous-mêmes, la maîtrise dans le cadre du maîtrise de l'ouvrage public, se lancer dans une opération plus importante de réunion. Avec quand même une dernière précision, c'est qu'aujourd'hui, alors il a été évoqué le fait que les textes doivent sortir, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, encore plus, il y a 2 ans, notre procédure a été lancée. Les textes et la réglementation qui concerne la République de France, ils sont extrêmement restrictifs. Madame Piquet, vous avez évoqué l'arrosage des voies publiques, et effectivement, on peut s'en servir pour l'arrosage des voies publiques. Il n'en reste pas moins vrai que c'est conditionné par des questions d'horaire et ensuite de proximité à X mètres de personnes par rapport à cette utilisation. Donc, je le répète, c'est une réglementation qui est très stricte, qui a vocation à évoluer, et là, ça nous permettra, à moyen terme, de réaliser les progrès nécessaires. Oui, je vous remercie. Permettez-moi du coup d'apporter quelques gouttes d'eau à ce moulin lié à cette DSP. C'est vrai que le sujet, il n'est plus, hélas, de se dire si c'est le bon délégataire qui a été choisi ou si c'est le bon cahier des charges qui a été rédigé, parce qu'effectivement, à partir du moment où les réponses sont apportées par les candidats, on est face à un DSP. Est-ce que la question, elle n'est pas aussi, pour plus tard, à poser sur la question de la systématisation de la délégation de services publics sur tout ce qui touche à l'eau? L'eau, c'est une ressource bien nécessaire. Et finalement, si à chaque fois on s'impose de passer par la délégation de services publics, ce sont des débats qu'on a eus dans les conseils municipaux, on l'a eu à Toulon, même si la compétence avait été transférée, c'est qu'à chaque fois qu'on va aller chercher de l'entreprise privée exclusivement, elle va aller chercher le maximum de rentabilité. Or là, si on se pose sur le problème global, aujourd'hui, que vont vouloir faire les sociétés? La réutilisation des eaux traitées, en soi d'ailleurs, elle permettrait une vertu qui est de pouvoir la réinjecter sur le réseau à très moindre coût. Et or, ce que nous craignons, c'est qu'on se lance vers des mécanismes beaucoup plus coûteux, beaucoup plus énergivores. On est en train de parler ou d'adopter des projets de désalinisation de l'eau qui revêtent des caractères bien plus absurdes que cette logique vertueuse de réutilisation des eaux usées. Nous allons nous abstenir sur la délibération. Et je crois qu'effectivement, il y a ce travail à faire auquel nous sommes prêts d'ailleurs à participer sur les avenants qui seront apportés à cette DSP pour aller chercher le retour sur le réseau, notamment d'eau domestique pour les jardins ou pour les... j'en avais parlé de l'usine. Mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question aujourd'hui de retour? Alors sur Amphitria, c'est délicat. C'était un projet très avancé et très novateur à l'époque de son apparition sur notre territoire. Et c'est vrai que c'est peut-être plus difficile, sur le coup, sur le retraitement, de se poser la question maintenant de la régie. Mais sur l'eau en général, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question du recours systématique à l'entreprise privée par l'intermédiaire de DSP, qui nous empêche d'avoir totalement la main, même si les avenants sont possibles sur les DSP, sur cette question de l'eau, qui encore une fois ne peut pas être laissée à la seule appréciation de la voracité des capitalistes. On sait qu'à chaque fois qu'il y a une question d'argent, eh bien, même sous prétexte d'écologie, même sous prétexte de plan green, il y a la volonté en fait de faire le fric sur le dos des eaux. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question aussi plus généralement du recours systématique au DSP? Je vous remercie. Merci, monsieur Albertine. Oui, merci, monsieur le Président. Je crois qu'il faut qu'on pense métropole. Et penser métropole, ça veut dire penser aux 3 stations d'épuration qui sont à métropole, puisque Amphitria est bien entendu la plus importante avec le plus gros débit, mais il y a aussi la station Fora, il y a aussi la station de Hyères, Cartierane, qui sont des stations moins d'importance, mais qui sont beaucoup plus faciles à équiper en réseau que l'Amphitria, qui est une station beaucoup plus complexe. Il y a des situations quand même qui nécessitent de remonter lourd. C'est vrai, mettre un tuyau à l'intérieur de l'émissaire, mais encore, il
faut-il qu'il y ait les ponts nécessaires pour remonter? Enfin, il y a une complexité peut-être plus importante. Et si l'on part sur 10% de réutilisation, pourquoi pas utiliser la réutilisation des eaux usées des deux autres stations avec un pourcentage plus important, ce qui peut être possible, puisqu'on parle de réinjecter dans la nappe phréatique, donc au niveau de l'Yerres, et de pouvoir avoir un réduit qui alimenterait le golfe de Algarve et les îles environnantes en eau de nettoyage des rues sur Amphora. On peut envisager que les 10% peuvent être atteints simplement par ce travail sur les deux stations, ce qui n'empêche pas que sur Amphitryon, bien sûr, il y ait une étude complémentaire qui puisse être faite, mais il faut aussi qu'il y ait un équilibre financier. Qu'on ne soit pas réutiliser de l'eau pour réutiliser de l'eau, il faut qu'on puisse faire les choses raisonnablement, il me semble, et que cette réutilisation permette, avec la participation de la Société du Canal de Provence, permette vraiment une réutilisation raisonnable et on peut, il me semble, on peut atteindre les 10% sur l'ensemble des 3 stations d'épuration. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on va s'atteler à mettre en place. Sachant que l'eau, il y a celle qui est usée, mais il y a celle qui est utilisée aussi. Et on demande des réseaux qui est de l'ordre entre 82 et 83% sur l'ensemble de la métropole. Si on atteint 90%, vous voyez l'économie substantielle que l'on peut faire au niveau de l'eau. Donc si on fait une économie d'un côté et une réutilisation de l'autre, on pourra être plus vertueux. Merci beaucoup. Bon, quelques mots en conclusion, un commentaire et de point de vue. D'abord, me semble-t-il, on vient de se livrer à un exercice remarquable de démocratie locale. Tout le monde s'est exprimé, majorité, opposition, ce qui ne veut pas dire division quand il s'agit de la majorité, mais simplement des points de vue majeurs en fonction de l'état concernant dans lequel on se trouve. Deuxième réflexion, je prends les choses en cours. Donc, vous voulez m'apprendre beaucoup de choses, je m'en réjouis, ça me permettra d'être peut-être plus utile à l'avenir. Troisième réflexion, je fais une confiance totale dans la qualité des services de la métropole, et notamment, en l'occurrence, des services techniques qui s'occupent de ce sujet. Je sais bien que sommeil toujours au fond de chacun d'entre nous des compétences immergées, mais entre nous, sur des sujets aussi techniques, on a une très belle équipe qui ne tombe pas complètement et qui a dû imaginer un certain nombre de choses sur les sujets qui sont évoqués. Je tiens à le dire parce qu'on a presque l'impression que cette équipe a été défaillante, ce qui n'est pas le cas. Autre réflexion, c'est un sujet qui concerne 7 villes. C'est 7 villes qui sont concernées. Je me prie à les rappeler, sauf erreur, c'est Toulon-Ouest, Nord-Ouest, la Seine, Saint-Mandrier, Olioul, Sifour et Ernos, qui est raccordé par Olioul, Sagon-de-Seine. Donc c'est un sujet que d'abord. Il me semble que l'objet principal de la DSP, et peut-être ce que je dis est critiquable, c'était la gestion de la station d'épuration. Et peut-être pas assez l'innovation sur la réutilisation. C'est la gestion de la station d'épuration. Même si les délégataires potentiels ont fait des injonctions sur la réutilisation pour des montants significatifs de près de 9 millions d'euros qui ne tiennent pas compte des dépenses liées à l'aménagement des voiries, avec un débat qui n'est pas nul, mais qui est fondamental, c'est de savoir qui, quand il s'agit notamment d'un utilisateur privé de la réutilisation, doit prendre en charge le coût des travaux, que ce soit les travaux d'accompagnement ou les travaux de branchement. Notamment si c'est une société privée, une société qui a une autonomie financière, c'est pas la métropole qui a financé les avantages qui en résulteraient pour le privé. Donc c'est une réflexion de fond, hein, qui mérite de peser. Alors je crois qu'il faut bouger. C'est pourquoi, Mme Miquel soulignait, lorsque des observations ont été faites, j'ai immédiatement souhaité qu'on fasse une réunion. On ne peut pas différer ce vote. C'est une délégation de service public, il y a des échéances. Et je crois que la
gestion d'Amphitrya est traitée. Mais dès le 11 juillet, on fera une réunion avec les personnes concernées pour voir dans quelles conditions ce sujet peut être traité. D'ailleurs, stricto ou la consensus, M. Albertini vient de dire si on élargissait le sujet aux différentes stations, une réflexion de législation déjà conséquente pour la station elle-même, avec le modalité juridique à définir. Et là, je me fais largement confiance à ce qu'elle a sur le sujet, mais je fais observation sur une DSP de 236 millions d'euros, significatif. L'avenant peut, s'il était possible, s'élever à 35 millions d'euros. Il y a de quoi faire, c'est-à-dire à peu près 4 fois plus que ce qui est proposé pour la délégation. Donc je crois qu'il faut que nous ayons cette réflexion. Peut-être qu'il faut détacher complètement dans la réflexion la réutilisation de la gestion de la station, même si j'ai bien conscience les deux peuvent être liés, mais être très ambitieux. Vous avez tous avec raison souligné l'importance du problème de l'eau en général et dans notre région en particulier. Sachez que nous les partageons complètement. Donc peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Est-ce qu'on agira par un amendement sur ce marché? Est-ce qu'au contraire, on décidera d'avoir une action totalement ciblée sur le plan de l'utilisation, Amphitrya de façon prioritaire mais ailleurs? Je crois qu'on doit progresser rapidement sur ce sujet. La dernière observation, c'est que c'est un bel exercice de démocratie, mais c'est vrai que depuis le temps que la délégation a été lancée, si on peut faire un bel exercice avant d'arriver au conseil métropolitain, c'est pas plus mal. On sait quand même que ça existe, on peut intervenir, il y a des réunions, il y a des délibérations, voilà. Ça permettrait un peu plus de la réflexion, mais l'essentiel c'est de progresser sur le sujet, et vous pouvez être assuré que je ne laisserai pas à la marge ce problème essentiel. Voilà, chers collègues, nous avons, si vous voulez bien, passer au vote. Cette délibération numéro 24, qui est pour, qui s'abstient, qui est contre, qui n'est pas contre, et je vous remercie. Numéro 25, délégation de service public pour l'exploitation de l'activité de la mer sur les plages de Martinique-les-Sables. Merci, Monsieur le Président. Nous continuons avec un certain nombre de DSP plus simple à aborder, d'autant que s'agissant du lot numéro 3 des Sablettes, il n'y avait qu'un seul candidat que vous avez proposé à votre approbation, c'est la SAS FEC. L'observation, je vous mets au voix, qui est pour, abstention, je vous remercie. Je suis délégataire pour une exploitation de la mer de la gestion de Bonard-Mesquier, Là aussi, le seul candidat que vous avez proposé, c'est la candidature de la société Méladrie. Observation, oui. Alors, sans préjuger de la qualité de ce choix de délégataire, ce n'est pas la première fois que pour un blocage ailleurs, il n'y a qu'un seul candidat pour postuler, lui donnant de fait toutes les chances d'obtenir le marché. Notre commune serait-elle si peu attractive qu'elle peine à attirer d'autres professionnels tout aussi sérieux? Ou le délai de remise des offres ne serait-il pas insuffisant pour permettre à d'autres candidats de se positionner? En l'espèce, cette unique candidature pour l'exploitation d'un tel site remarquable ailleurs interroge sur les délais requis pour les potentiels candidats. Seulement 2 avis publiés avec des délais respectifs de 1 mois et 3 semaines pour un matin, le 3 avril, pour une remise d'offre le 24 avril, alors que pour l'exploitation du parking du Zénith, il y a eu 5 supports de publication avec un délai de 3 mois, et autre exemple, 5 avis également avec un délai de 4 mois pour l'assainissement collectif de la station Amphitrya. Par ailleurs, il me semble que les tarifs pratiqués pour les matelas de plage sont bien supérieurs à ceux pratiqués localement, 20 € pour la demi-journée et 30 € pour la journée. La moyenne de la journée pour les 5 plages recensées, sur 5 plages recensées, étant de 7,60 €, soit 80% de moins. Est-ce un choix délibéré de sélection de la clientèle ou est-ce justifié par des
charges d'exploitation nettement supérieures aux autres exploitants. Merci, Monsieur le Président. Quelques petites remarques s'agissant du délai de publicité. Ce délai réglementaire prévu par le code de la commande publique a été bien évidemment respecté. Et je ne pense pas que l'on puisse comparer les délais de publicité pour un automnage avec les délais de publicité pour une opération comme le parking du Zénith ou à fortiori en Fuchsia. J'ajouterai que pour le Zénith, il avait été en président que vous prendrez qu'un seul candidat parce qu'il y a un syndicat à la fin. Et en fait, s'agissant des votes de plage, nous l'avons vu avec les délibérations précédentes, s'agissant des sablettes, il y a aussi un seul candidat. Quant au tarif pratiqué, je pense que le choix du responsable de cet établissement et le choix de clientèle, puisque je crois que derrière nous, une structure 5 étoiles. Donc c'est de la qualité du service. Je mets au voie qui est pour. Je vais appeler ça pour une petite remarque sur ce sujet périphérique. Les déclarations que chacun d'entre nous reçoit dans le Conseil ne sont pas publiques. Elles deviennent publiques au moment du Conseil. Donc ceux qui les donnent à des organes, pas de presse, mais de pollution, devraient s'abstenir. Puisque cette délibération a été sur un site. Donc je me permettrai peut-être de le qualifier. Délibération suivante. Délégation de service public pour l'exploitation pas de stationnement du Zénith. Si vous permettez juste une petite remarque complémentaire à ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, ceci est d'autant plus vrai s'agissant de documents qui concernent soit des marchés publics, soit des délégations de services publics. Merci. Oui, s'agissant du parking de Zénith, il y a eu à l'origine 2 candidats, Cupa qui était environné par le stationnement, qui s'est retiré en cours de procédure de négociation. Je vous ai donc proposé la candidature de Cupa. Observation, je me pour, abstention, contre, je vous remercie. Constitution de réalité de conclusion des commissions métropolitaines. Alors, je vais commencer par des excuses approfondies. On va faire de la gym. Le directeur de service juridique a étudié dans tous les sens. On ne peut pas s'en sortir. À chaque fois, ceux qui sont plus ou moins concernés sortent. Ça va être permanent. En revanche, je vous demande l'autorisation, je ne sais pas si c'est là, qu'à chaque fois on vote à main levée. S'il n'y a pas d'opposition, parce qu'autrement ça va être l'enfer absolu. Et donc il faudra sortir très vite, parce que quand on a main levée, on ne pourra plus. Voilà, c'est un gag, mais la réglementation n'est pas encore très opérationnelle sur ce. Alors, pour cette constitution, j'ai devancé l'ordre du jour, je lui souhaite. Alors, les différentes commissions ont un petit peu été revues, on fait toujours le principe de représentation proportionnelle. Donc, on modifie la délibération du 15 juillet 2022. Donc, les commissions suivantes sont créées: agriculture, forêt, aquaculture et pêche, eau et assainissement, sport, inondation et pâture. Les commissions suivantes concernent la dénomination et leurs compositions initiales, leur champ d'intervention est modifié aussi. Mobilité, la thématique de corps est retenue de la commission. Aménagement du territoire, planification et stratégie foncière, les thématiques portées par la commission espace public et proximité sont rattachées à la commission. La commission des espaces publics est supprimée. Bon, c'est un toilettage, il a été opéré en fonction du renouvellement et de la jonction aussi d'un vice-président. Pas de position, je mets au voie qui est pour. Je vous remercie. Donc adopté. Alors, modalité de dépôt des listes dans la sélection des membres. Oui, c'est pour les 4 commissions créées dans l'agriculture, forêt, aquaculture et pêche, pour l'assainissement, sport, inondation et pâture. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluralité des élus au sein de l'Assemblée. Les membres des commissions existantes ont désormais la possibilité de solliciter un ajustement en cas de souhait d'évolution. On ouvre la possibilité
Simplement, il faut qu'on trouve un partenaire pour faire le parcours en sens inverse, pour qu'on puisse satisfaire aux compositions des commissions. Sur cette délibération, je me vois pour. Merci. Modification de la délibération 10 décembre 2019 sur le transfert des biens immobiliers dans la ville de Hier vers la métropole. Oui, cette demande prise pour toutes les communes, c'est un ajustement. Et un ajustement en fonction des transferts de la ville de Hier vers la métropole. Il y en aura encore une délibération pour l'annexe 3 état d'actifs transférés parce qu'il y a un taux de finalisation. Observation. Je mets au voix qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Délibération numéro 31. Alors c'est là qu'on va sans doute commencer. Désignation d'un représentant de la métropole France Méditerranée au sein de la maison de l'emploi. Monsieur Cavana. Merci, Monsieur le Président. Oui, plusieurs délibérations qui visent à remplacer Mme José Massy dans certaines structures, ici l'association de l'emploi, et il nous est proposé Mme Jean-Pierre-Lévy, si tout le monde en est d'accord, pour procéder à un peu. Oui, c'était. Je me vois qui est pour. Si Madame dit de revenir. Mais je préviens Madame Layek, Madame Jou, M. Cazot, notre secrétaire de la santé de la salle pour la prochaine délibération. M. Cavana. Merci. Oui, là, il s'agit de la présence de Mme José Massy au sein de différentes structures scolaires et il s'agit de la remplacer. Et il nous est proposé Mme Layek, Madame Dayer, du collège Maurice Ravel, Madame Jou, du collège Pérez, et M. Cazot, pour le secteur ici. On est d'accord pour le terme de. Il n'y a pas d'observation, je me vois qui est pour. Ils peuvent aussitôt réintégrer pendant qu'on pas ça. Participation. C'est la représentation du conseil d'administration de Tours Habitat. Voilà, il s'agit de remplacer Mme José Massy par Mme Virginie Père. Si vous êtes d'accord pour voter à main levée. C'est bon. L'abstention, l'opposition, je vous remercie. Tous ceux qui étaient sortis peuvent rentrer, mais Mme Léoty doit sortir de la prochaine délibération. Je m'excuse, je suis gagné. Je vous en prie, M. C'est toujours en remplacement de Mme José Massy, cette fois-ci au sein du CHITS, par Mme Andréotti. Et si vous avez d'accord pour main levée. Pour. L'abstention, l'opposition, je vous remercie. M. Vincent va sortir, puisque nous avons délibéré sur l'ADEL. Il est proposé que M. Vincent représente la métropole au sein de l'ADEL. Je dis volontiers que c'est une super association au niveau des services juridiques et pour tout ce qui concerne le droit de l'élevage, etc. C'est vraiment un cabinet d'instruction tout à fait remarquable qui est très utile aux communes. Qui est pour M. Vincent? L'abstention, l'opposition, l'abstention, je vous remercie. Madame Lévy va sortir sauf si elle a fait le vote. Prochaine délibération. M. Cavana. Je vous ai proposé d'adhérer au club des villes des territoires cyclables et marchables. Si on peut changer le terme de marchable, c'est pour lui. Oui, c'est pas très drôle. Et au-delà de l'adhésion à cette association, de désigner notre représentant et de vous proposer Mme Lévy. Là, je vous revois, le cours. L'abstention, je vous remercie. La modification pour les déchets de la délibération des représentants suppléants qui ne sont pas obligés de sortir après une analyse juridique approfondie sur le texte, par deux erreurs. C'est bien parce qu'il y a beaucoup. Merci. Les 12 représentants suppléants au sein de cette commission consultative sont désignés à votre foi, Marie-Noël, Marie
une structure qui est d'obédience métropolitaine, qui n'a pas à sortir, parce que ça fait partie un peu du métier de la mission. Quand en revanche, il y a une résolution dans une institution ou une collectivité extérieure, il faut éviter les conflits d'intérêts. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Désignation d'un représentant PPM, l'association PERESC. Sur les structures culturelles PERESC, oui, et il est proposé la candidature de Mme Corinne Zour. Qui je n'ai pas demandé de sortir. Si elle ne dit rien, excusez-moi. Je voulais donc au revoir toujours. Sébastien. Merci. Un jour, on va réintégrer. On passe à représentant de TPM au syndicat de l'égoutier. Oui, il s'agit de remplacer le licenciement par Mme Anne-Marie Pétal. C'est l'interprétation de votre collègue, ça. Qui est pour? Monsieur le Président. S'il vous plaît. Oui. Oui, je voudrais dire expliquer pourquoi j'ai démissionné de la présidence du syndicat exécutif avec beaucoup de peine. Tout simplement, vous savez que j'ai été élu conseiller départemental et que je me suis président du conseil départemental dans chaque projet de mission importante aussi au sein du département. Et je tenais à remercier d'abord tous les maires sur la précédente mandature qui ont accepté de voter la GEMAPI. Remercier tous les membres de l'Égoutier, du conseil d'administration de l'Égoutier, qui m'ont fait confiance dans le travail que nous avons exécuté depuis 9 ans, que nous avons réalisé beaucoup d'études, mais maintenant beaucoup de travaux, notamment sur la Valette, sur la Garde, et que surtout nous aussi. Et donc, je tiens vraiment à remercier tout le monde pour le travail qui a été fait, et bien sûr tous les services de PPM qui m'ont apporté aussi leur expertise. J'en profite pour élargir aussi, puisque je me vais plus m'occuper du papier, de remercier aussi tous les agents qui ont travaillé sur ce dossier, et que le papier est prêt, puisqu'il devrait être labellisé très prochainement. Donc, je pense que le travail qui a été réalisé est pas majeur. Malheureusement, ça ne correspond pas à ce que vous disiez tout à l'heure, le manque d'eau, là c'est trop d'eau, trop rapidement. Merci. Merci. Alors, M. Cavada. Il s'agit de désigner un représentant de TPM au sein du Conseil de coordination interportuaire et logistique et méditerranéen Robson. Et il voulait proposer la candidature de M. Francisco. Pour. Abstention. Je vous remercie. Madame Marimon, M. Vincent. Pas de Porto. Oui, il s'agit de désigner un membre titulaire et un membre suppléant au sein du conseil d'administration du parc national de Porto, et il voulait proposer M. Vincent en tant que membre titulaire et Mme Marie en tant que suppléant. Qui est pour? Abstention. Je vous remercie. Alors, pour la délibération suivante, c'est beaucoup plus compliqué. Pour les 2 prochaines délibérations, la candidature de M. Cavada va être proposée, donc on n'a pas rapport au vote, et sortir de la salle. M. Stassino va également sortir de la salle. Donc, je vais apporter cette délibération. Excusez-moi, je partage complètement.
routier, j'ai peut-être oublié de faire voter. L'application médicale. J'avais cru comprendre que tout le monde était pour une abstention. On va donc voter. Vous suivez bien. Vous suivez très bien, a priori. Et si je peux exprimer on doit peut-être passer à la 42 parce que la destination, pas sur quoi. On va retrouver. On va retrouver. Donc on va passer la désignation du représentant de TPE. Attendez, d'abord j'y compte. On désigne M. Cavana comme président de séance. Et la délibération concernant notre serviteur, M. Stassinos, consort. Donc, M. Cavana rapporte sur la 42. Bien, Monsieur le Président et M. Stassinos sont sortis. Il s'agit de désigner les représentants de la métropole au conseil d'administration de l'Agence de développement économique de la région sud, dite Rising Sud. Et il vous est proposé de désigner M. Stassinos en qualité de membre suppléant et M. Jean-Pierre Girand en qualité de titulaire. Si vous en êtes d'accord, nous allons procéder au vote à main levée. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. M. Jean-Pierre Girand est désigné comme représentant titulaire, M. Stassinos comme représentant suppléant. Il est demandé à M. Stassinos de réintégrer sa place. Et il est demandé à M. Latine de ne pas prendre part au vote et de sortir de la salle. Alors, désignation d'un membre de TPE pour Gilles Morbier-Castellet. Monsieur le Président, Monsieur le Président, vous devez sortir. Oui, il s'agit de désigner le représentant de la métropole au sein du conseil d'administration du GIP Conduite Castellet et plus précisément au conseil d'administration M. Jean-Pierre Girand, à l'Assemblée générale M. Jean-Pierre Girand et Arpolati et à la commission d'appellation M. Arpolati. Si tout le monde a les accords, on peut procéder à main levée. Monsieur, oui, simplement, Monsieur le Vice-président, juste pour l'occasion, mais alors, puisque et c'est vrai que la démarche juridique de les faire sortir avant même leur nomination me coupe un peu l'effet, parce que je ne vois pas le conflit d'intérêt avant même leur nomination dans les organismes, mais simplement sur le mouvement d'intérêt du Grand Prix du Castellet, une demande particulière qui leur est faite, c'est celle peut-être de nous faire un retour de l'étude sur l'état financier de ce mouvement. Il y a beaucoup de débats médiatiques et d'échanges médiatiques, et c'est vrai qu'il serait appréciable peut-être pour une assemblée plénière suivante d'avoir un état de la situation de ce mouvement d'intérêt public à laquelle notre métropole a toute sa part, mais aussi les autres collectivités locales comme le département ou la région, pour connaître vraiment la situation de ce JP et l'avenir que nous pourrions faire et le coût éventuel que nous aurions à assumer. Donc je vous fais le porte-parole de cette demande pour nos membres qui seront donc élus suite au vote. Je vous remercie. Vous donnez la parole au président Massot. Merci, Monsieur le Président de séance. Quelques éléments de réponse, puisque c'est un dossier que je connais un peu. Donc, le GIP nous a informé
d'abord, on a eu information en revanche par la presse que le Grand Prix était annulé, ça a été confirmé ensuite par le président du GIP, et ensuite on a été informé qu'il y avait un déficit de 27 millions d'euros à quelques millions près, aujourd'hui on ne sait pas. Hein. Donc il y a une assemblée générale en février pour prononcer la dissolution du GIP. Les actionnaires du département du Var, à savoir le conseil départemental, la métropole Toulon-France-Méditerranée et l'agglomération Sainte-Bob se sont proposés la dissolution et ont demandé à ce qu'un audit soit réalisé par un cabinet extérieur. Comme nous avions une minorité de blocage, 5 voix sur 15, c'était la minorité de blocage, nos demandes ont été suivies des faits, c'est-à-dire qu'il a été acté de ne pas dissoudre le GIP à ce moment-là. Il a été acté par ailleurs, effectivement, de faire un audit du mouvement d'intérêt public. Donc il a fallu évidemment faire des consultations, désigner un cabinet, en fait ils sont deux, je ne voudrais pas les citer pour en manquer. Ce cabinet est en cours d'examen du dossier et normalement on devrait avoir des résultats à la fin du mois de juillet, a priori. Une fois que nous aurons les résultats de cette audit et que nous serons en mesure de les examiner, effectivement, nous pourrons à ce moment-là prononcer la dissolution du GIP et donc la liquidation. Mais pour autant, on n'a pas les chiffres et si les explications, je pense qu'il est légitime, même si on doit contribuer à ce déficit, il est légitime de savoir pourquoi et comment ce déficit s'est constitué. Voilà la situation résumée. Donc moi je voudrais dire que la métropole, le département et la communauté sucale de Môme se sont montrés précisément très responsables, puisque refusant d'aller trop vite et souhaitant avoir un examen complet des comptes avant d'aller plus loin dans la démarche de dissolution et de liquidation. Et simplement, est-ce qu'il vous apparaît possible qu'une information soit fournie aux élus métropolitains avant la prise de décision, même si c'est vrai que les périodes sont peut-être contraintes, je ne sais pas si on se réunira d'ici là, et 2, il y aura, tous les éléments ne sont peut-être pas en soi communicables. Évidemment, avec l'accord du président, toute la lumière sera faite et les collectivités seront transparentes sur la situation. Aujourd'hui, on ne peut pas présager des réponses. D'abord, plus précis sur les réponses qu'on ne connaît pas. Si vous autoriserez à dire l'audit que sera fait, mais il sera public et diffusé au monde du Conseil métropolitain, il n'y a aucun problème. C'est une décision collective qui a été prise par le département nous-mêmes. Je crois que son façon a bien résolu les choses, y voir clair avant de décider. Pour l'instant, la clarté n'est pas totale. L'audit est bien bienvenu. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que le résultat de l'audit soit le plus rapide possible, de telle façon qu'on puisse enclencher la résultance. Je saurai. Bien, chers collègues, il nous faut voter sur la représentation de TTM au sein de ce GIP. Tout le monde est d'accord en termes à lever. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je vais demander à M. Girard et M. Lati de réintégrer leur place. Alors, c'est le représentant de la métropole, l'Assemblée générale de la BUF, Association des universitaires de France. Je voulais demander de désigner le représentant suppléant, Mme Josie Chambon, à l'Assemblée générale de la BUF.
propose comme secrétaire Madame José Massy. Je me vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Il est demandé à Madame Mondé Pasquale-Serni, Madame Turbat, Madame Mondé et Madame Bach de s'absenter pour la désignation de représentants à BAD, par aménagement des voies. Oui, quatre candidatures nous sont proposées, Madame Pasquale-Serni, Madame Turbat, Madame Mondé, Madame Fraisse, bon, d'accord, si vous montez à main levée. Qui est pour? Abstention. Je vous remercie. Merci, Robert. Alors, M. Stassinos, pour l'approbation de modification des statuts de l'Office intercommunal de tourisme en Provence-Méditerranée. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'une modification mineure mais hautement symbolique et de changer la dénomination de l'Office intercommunal en Office métropolitain pour bien affirmer le caractère métropolitain de l'Office de tourisme métropolitain, justement. Et puis, c'est associé à un changement d'adresse, et son nom place Raspail à Tours. Voilà, Monsieur le Président, je vais finir avec ma présentation. Je me vois, qui est pour. Je vous remercie. Extension de l'activité de la mer légale, hier, M. Cavana. Le nom de plage numéro 1 qui est exploité jusqu'au 31 octobre 2024 et adopter le principe du recours avec le DSP pour relancer la procédure relative à ce nom. Je me vois qui est pour. Abstention. Je vous remercie. Même choix de bonne gestion, toujours hier, toujours à l'égard. Je me vois. Un vote. Je vous remercie. Alors, activité de la mer, plage des Salins, hier. C'est le lot numéro 1 pour exploiter jusqu'en 2024 et il faut le principe du recours à la DSP pour relancer ce lot. Je me vois qui pour. Je vous remercie. Un sifflou à la Colombière. Même chose pour le lot numéro 1 de la plage de la Colombière pour le recours à la DSP. Je me vois qui est pour. Je vous remercie. Merci. Donc d'abord, il s'agit Vincent pour les tarifications des déchets ménagers. Monsieur le Président, mes chers collègues, comme vous le savez, la métropole est compétence pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Et donc, comme tous les EPCI en France, a la possibilité de mettre en place une redevance spéciale pour les professionnels. Cette redevance n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les professionnels peuvent la refuser, mais dans ce cas, la métropole ne collectera pas les déchets. Donc il y a un tarif qui a été calculé, je dirais, au prix coûtant, et donc au-delà d'une quantité de déchets qui est de 1320 litres hebdomadaires mis à disposition, nous devons facturer au prix coûtant aux professionnels la collecte et le traitement de leurs déchets. Vous avez dans la délibération un coût de traitement suivant le nombre de collectes qui est effectué dans la semaine, soit 1 jour par semaine jusqu'à 7 jours par semaine. Et vous avez ensuite un coût pour les campings qui est annexé à votre délibération. Voilà. Il faut savoir que ce montant est diminué le montant de la taxe d'ordure ménagère que les professionnels payent. Observation. Je me vois qui est pour. Abstention. Merci. Comme objectif avec l'ADEME. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un contrat qui sera signé entre la France et nous, visant à dynamiser les actions territoriales transversales en matière de climat, air, énergie et d'économie circulaire. Ce contrat est composé de 2 phases. Une phase qui durera 48 mois et une autre 18 mois.
de ce contrat de 400 €, la BEM participera à hauteur de 350 €. Merci. Observation. Je mets au voie qui est pour. Abstention. Merci. Le complément sport scolaire fondamental, Madame Geneviève Lévy. Oui, merci. Monsieur le Président, comme vous savez, nous avons changé de délégataire pour les services publics de transport terrestre et maritime des voyageurs de la métropole. Et cette DSP a été confiée à la société CRD UDM depuis le 1er mai 2023. La présente délibération prend en compte plusieurs points des demandes de modification de service, transport scolaire de la région concernée et des éventuels réajustements de services sont traités dans le cadre des dispositions de la Convention. Il convient donc d'accepter la liste des services de transport scolaire pour l'année scolaire 2023-2024 et d'autoriser le financement. Merci. Je vais en verre. Je vais pour la prochaine délibération du conseil départemental de la Bernard à la Monde, la Briade, M. Bénéval, M. Bonnet, M. Masson, M. Moreno, M. Simon, et dans la salle. Afin de convenir des
Alors, c'est une convention pas répartie de la région Pôle SNCF et la société LNTE. Oui, effectivement, c'est la région et la métropole, l'autorité organisatrice de la mobilité, souhaite favoriser les questions successives de transport en commun, dont elle a la responsabilité. Il s'agit d'inciter effectivement les usagers qui se déplacent quotidiennement vers du territoire métropolitain conformément aux objectifs inscrits dans le PDI. La région et la métropole ont mis à disposition des usagers du transport collectif deux abonnements combinés qui permettent la libre circulation sur le trajet TER, ainsi que sur le réseau de transport Mistral de l'agglomération à une tarification attractive, la réduction étant prise en charge à parts égales par les deux délégataires de chacune des autorités organisatrices. Bien, merci beaucoup. Oui, monsieur le Merci Monsieur le Président, chers collègues. Voilà une délibération qu'évidemment je vais voter parce que enfin les usagers des transports publics de notre métropole vont pouvoir profiter d'un abonnement commun Mistral Zoo qui permettra à ces mêmes usagers de la métropole de faire des économies. Enfin, car cela aurait dû être une réalité depuis bien longtemps, puisqu'il aura fallu plus de 8 ans pour la mettre en œuvre dans notre métropole. Un tel abonnement commun bus plus TER a déjà vu le jour en février 2018 dans les Bouches-du-Rhône sous le nom de Pass Intégral et depuis 2020 dans le 06 sous le nom du Pass Sud Azur et bien avant sous d'autres appellations sur ces territoires et à Marseille. Le retard dans notre métropole ne semble donc pas être imputé à la région. Si aujourd'hui ce retard est rattrapé au niveau de l'abonnement commun TER plus Mistral, il reste maintenant un enjeu majeur, celui de l'adaptation du réseau Mistral au réseau TER. J'ai en effet à de nombreuses reprises ici même abordé la question de l'intermodalité de nos réseaux de transport, c'est-à-dire l'utilisation de plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement. Ce réseau TER Zoo sera amélioré à terme avec la mise en place du RER toulonnais. Ce RER qui est déjà une réalité, puisque vous le rappeliez, il y a aujourd'hui plus de 30 trains qui circulent par jour entre les gares d'Ollioules, La Seigne, Toulon, Sainte-Mus, la gare et la gare de la Colline, et qui permettent de se déplacer très rapidement. Mais c'est là qu'on peut souligner l'inadaptation du réseau Mistral au réseau Performance Zoo, car très peu d'usagers pourront, en l'état, profiter de cet abonnement commun. Savez-vous, chers collègues, combien de lignes de bus Mistral passent par la gare de La Seigne? Seulement une, qui est la ligne de Hyères. 4 seulement, puisque la grosse majorité des lignes Mistral desservant Hyères ne passent pas par la gare de Hyères. La nouvelle halte Sainte-Mus n'a pas de ligne de bus qui permet de rejoindre le centre et le nord de la Valette, et cette nouvelle halte n'a pas non plus de parking, et du coup les usagers saturent celui de l'hôpital. Les habitants du Pradet et de Carqueiral peuvent emprunter les lignes 91 et 92 qui passent devant la gare de la Garde, mais les arrêts de bus de ces deux lignes jumelles sont situés à 300 mètres près de la gare de la Garde. Donc effectivement, nous pouvons faire mieux en matière d'intermodalité. Quand les bus Mistral passent par les gares, il n'y a en fait pratiquement pas de coordination horaire entre les TER Zoo et les bus Mistral. Monsieur le Président, vous qui êtes également maire de Hyères, est-ce que vous savez combien de temps il vous faut attendre un bus à destination des hôpitaux de Léon Bérard, Compiègne et Saint-Salvador si vous arrivez à la gare de Hyères par le TER provenant de Toulon à 17h56, soit par exemple en rentrant de son travail pour aller rendre visite à une personne hospitalisée? Eh bien, c'est le bus ligne 39 qui va pouvoir venir vous récupérer 37 minutes après. Donc c'est vraiment le sujet que nous devons régler le plus rapidement possible. Autre exemple très concret, celui des habitants de la gare de Hyères, ou même, voyons un petit peu plus loin, au-delà de la métropole, ceux de Soliès, de Cuers ou de Saint-Cyr, qui travaillent à la base navale, qui est le premier employeur local, et ceux qui veulent se rendre au stade Mayol, eh bien ils prennent le TER Zoo, ils arrivent jusqu'à la gare principale de Toulon, et n'ont pas de bus ou de navette régulière. Au vu de la situation des axes routiers, nous pourrions vraiment travailler aussi sur l'idée très séduisante des téléphériques urbains. Les villes du monde entier en reconnaissent le potentiel. Non seulement ils sont utiles sur les terrains accidentés lorsque les voies ferrées ou les tramways sont difficiles à construire. Je n'ouvre pas le sujet tramway, même si j'en reste toujours extrêmement convaincu, même si on m'expliquait il y a encore peu de temps que les experts qui en avaient conclu à ce mode de transport
ne voyez pas la réalité en face. En tout cas, ce sont des idées qui peuvent être complètement exploitées, parce que les téléphériques peuvent aussi contribuer à combler les défauts de réseau de transport routier et de relier les communautés périphériques à la ville-centre. D'autres villes métropoles ont lancé des projets aériens et relativement peu coûteux autour de nous, comme à Toulouse, à Nice, à Marseille Aéroport, à Grenoble, à Créteil, à Ajaccio ou à Gênes en Italie. Vous le pouvez constater, point de polémique ou d'attaque partisane dans mes propos, je veux partager une vision pour la métropole, une vision qui la projette dans ce siècle et qui la rende exemplaire pour que nous devenions, et avec fierté, une référence en la matière. Merci. Deux commentaires, c'est que c'est une reconduction, cette convention. Avec tel prix de retard, c'est 4 ans et pas 8 ans. La moitié. Ça lève la moitié de l'intérêt de la convention. Après 37 minutes, honnêtement, la prochaine fois, on prend le bus ensemble. Je suis sûr que ce soit le prix. C'est vrai. Vous poussez quand même la conscience métropolitaine à prendre tous les bus pour prendre des marges difficiles. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si nous insistons à ce point sur l'échange multimodal, c'est pour avoir justement un rayonnement à notre égard de IEF sur l'ensemble des communes qui améliore le maillage. C'est ça notre priorité. Bien, sur cette convention qui est partie de Mme Olive. Simplement, Mme le Président, je pense qu'on est vraiment dans une démarche active et incitative sur l'intermodalité et avec quand même une augmentation de 50% qui me paraît devoir être rapportée parce que là j'ai entendu un certain nombre de conventions, donc je crois que c'est important aussi de le rappeler. Ce chemin, parce qu'on ne veut pas, ça fait parler, c'est les transports. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Dans le domaine des transports, comme dans beaucoup de secteurs, il faut accepter qu'un certain nombre de choses se fassent avec parfois ce qu'on peut considérer comme étant des lenteurs. L'ouverture et la mise en service de la gare RER, du RER métropolitain toulonnais à Saint-Cloud, il a fallu 15 ans pour que nous puissions la réaliser et 2 CPER et demi. Ce sont des batailles qui sont extrêmement longues. Aujourd'hui, et je ne doute pas que tout le monde ait regardé avec beaucoup d'attention l'organisation du PDU et notamment l'organisation de mobilité avec le PDU et le nombre de gares qui, à l'intérieur de la métropole et à l'extérieur de la métropole, se mettent petit à petit en connexion avec le réseau métropolitain. C'est à terme ce qui se fera et naturellement, je ne doute pas non plus que tous ceux qui ont voté la délégation de service public, nouveaux délégataires, ont pu observer qu'il y a petit à petit des convergences qui se font pour que justement les gares concernées soient desservies par le réseau urbain. Et in fine, on ne peut pas considérer qu'il y ait un retard particulier imputable à la métropole parce que le marché d'animaux lié au projet de délibération, en fait, il a été jugé infructueux, mais c'est un marché réfléchi. Bien. Donc, merci pour ces interventions. Je vais mettre au vote pour cette convention qui est pour. Je vous remercie. L'abstention. La délégation suivante, Madame Béni, toujours. Oui, effectivement, le 1er janvier 2018, la compétence parc et affectation a été transférée à la métropole. Cependant, ce transfert foncier du parking d'État entre la commune et la métropole n'est pas réalisé à ce jour. On vient de régulariser la dépense engagée sur le volume parking d'État faisant partie de la propriété du centre gare. Et la prise en charge référente aux charges prises par la commune élève à 122 856,66 €. Il convient donc de rembourser cette somme à la commune. Je vais au voix pour extension. Je vous remercie. Même délibération pour le parking de Corbella. C'est exactement la même chose. Il convient de rembourser à la commune hier comme de 300 000 € pour l'année 2020. Et pour extension. Je vous remercie.
Emmanuel Petit, délégué socialiste public pour le port de Toulon. Cavana. Merci, Monsieur le Président. La Chambre de commerce est notre concessionnaire dans le cadre de l'activité présente et à ce titre, elle nous a transmis nos rapports pour l'année 2021. Il nous est proposé simplement de prendre acte de la transmission de ce rapport. On prend acte. De la même façon, on va parler d'une activité pour la scène moyenne. Voilà, c'est la même chose pour la commission de commerce. Nous prenons acte de la présentation de la transmission de ce rapport. On a reçu, et on va. On passe au changement de gestion de l'exposition. Merci Monsieur le Président, chers collègues. J'ai bien entendu, on est bien sur le rapport du port de commerce. Ce rapport a fait poser de nombreuses questions, particulièrement aux riverains du port de Toulon. Le trafic ferry est revenu quasiment au chiffre record de l'avant-Covid, soit 1200 escales, toutes destinations confondues. M. Falco s'était engagé à ne pas accepter d'augmentation de ce record. J'espère pour une fois que vous respecterez ses volontés. Le branchement à quai ne sera jamais utilisé en haute saison. Toutes les nuisances reconnues par tous subsisteront pendant 4 mois. Pollution de l'air, bruit, vibrations. Toute l'année resteront les phases de manœuvre avec les mêmes nuisances et l'impact des véhicules transportés sur des axes importants. À propos de l'électrification des quais, il est écrit que le branchement sera obligatoire au-dessus de 2h30 d'escale. Alors qu'avant on avait parlé de 2 heures. Je pose cette question, pourquoi pas 2 heures? Le fret routier affiche 475 000 tonnes, soit entre 25 000 et 28 000 camions. À cela s'ajoutent environ 8 000 voitures de loueurs corse qui transhument, c'est aussi du fret. Il nous paraît important de ne pas dépasser ces chiffres. Pour mémoire, nous avons fait un tunnel pour plus d'1 milliard d'euros pour sortir les camions du centre. Les nombreuses diffusions d'annonces sur le port et bien au-delà semblent inutiles pour guider les usagers. Les riverains s'en plaignent. On rapporte des mesures en présence du méga Express 5 ou des ravitailleurs à 70-75 dB au pied de la corvette et jusqu'à 85 dB lors de l'appareil du méga Express 5. Est-ce que cela vous paraît acceptable? Vous dites avoir fait de la rade le port le plus propre de la Méditerranée et dites pour favoriser son acceptation territoriale. Celle-ci semble avoir dépassé ses limites avec les nuisances évoquées. Pour conclure, c'est quoi pour vous un port propre? Un port bruyant qui pollue l'air? Au nom de tous les riverains du port de Toulon et de l'équipe du Toulon en commun, j'espère que ces questions soulevées seront considérées. Monsieur Leroy, cette question a été envisagée, puisque comme vous l'avez rappelé, vous avez lancé l'opération sur l'électrification des quais qui a coûté plus de 20 millions d'euros. Alors effectivement, toutes les escales ne sont pas éligibles, si j'ose dire, à l'électrification des bateaux, dans la mesure où il ne s'agit pas, comme à la maison, de brancher une prise électrique. Il y a un processus qui est relativement long, où les escales courtes ne peuvent pas faire l'objet de l'électrification. Parallèlement, bien avant l'électrification des quais, nous avions demandé à ce que soit baissé le taux de source à la mesure qui est utilisé dans la rade de Lisbonne, et ce en deçà des réglementations applicables. Après, autour de fond, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut recevoir des bateaux? Moi, je suis allé visiter un jour sur l'électrification des quais. J'étais vraiment très impressionné. Et sachant que ça va réduire de 80% la pollution engendrée, je me dis qu'on est sur la voie. Bon, il faut continuer là. Pas ça, mais c'est la bonne direction. Monsieur le Président, oui. Oui, d'accord. Merci. Sur cette même délibération, je reprendrai aussi les éléments chiffrés qui sont avancés par le délégataire pour vous interpeller sur le sujet connexe de la zone à faible émission. Ce que nous dit le délégataire sur la partie port de commerce de Toulon, je parlerai essentiellement de la partie de la ville de Toulon, et notamment le rapport en nombre de bateaux et les discussions sur les chiffres. Le 80% de réduction des émissions qui est avancé est un chiffre qui est lié exclusivement aux périodes où il y aura peu de bateaux, et donc on n'est pas du tout dans les périodes d'intense utilisation du port. C'est vrai que je rejoins un petit peu, une fois n'est pas coutume, ce que dit M. Cavana, la difficulté d'un port,
c'est à quel moment est-ce qu'on estime que l'activité pollue et donc n'est plus bonne. En fait, finalement, toute activité humaine est amenée à générer des pollutions de toutes sortes, même les écolos les plus extrémistes nous emmènent même à dire que les animaux eux-mêmes polluent. Donc c'est vrai que c'est difficile de border les choses, mais il y a des limites en fait dans l'art du raisonnable. Et donc je souhaitais apporter votre attention. Le président, l'ancien président de notre collectivité, avait donné des gages assez rassurants sur la question de la ZFE. Et donc je voudrais rappeler cela. Quand on voit l'activité du port de Toulon et les émissions qui, quoi qu'il en soit, et même branchement à quai, et même avec un nombre croissant de bateaux qui pourraient se brancher à quai, n'écarterait pas du tout les émissions, puisque n'importe quelle manœuvre, elle ne se fera pas sur la borne électrique, mais avec des émissions. Et donc portez votre attention et votre l'ardente défense des automobilistes qui, dans le projet de ZFE, se verraient potentiellement exclure, par exemple, l'avenue de la République, pour les véhicules dits les plus polluants, mais qui resteraient beaucoup moins polluants que n'importe quel bateau, qui lui pourrait continuer à manœuvrer dans le port de Toulon avec ses émissions, et donc appeler votre énergique sagacité et votre raisonnable opposition que nous appelons de nos voeux au projet de ZFE, notamment dans le centre-ville de Toulon, eu égard au caractère profondément injuste de maintien d'activité qui, lui, peut s'entendre, mais qui, en comparaison, est bien plus polluant que n'importe quelle voiture, même la plus ancienne. Donc je vous remercie de la vigilance que vous aurez sur ce dossier-là aussi, des zones à faible émission. Je vous remercie. Je vous remercie également. On sera très vigilant. C'est un sujet important. D'ores et déjà, on observe que si les années étaient aujourd'hui, on serait en deçà des normes requises pour la ZFE. Les observations n'ont pas quand même d'intérêt. La deuxième chose, c'est que il y a la loi et ce qu'on pense de la loi. Cette idée selon laquelle on pourrait interdire la circulation à certains endroits de telle façon que les plus pauvres d'entre nous se obligés soit d'être au chômage, soit d'acheter une voiture à 40 000 € d'hôtel de toutes les qualités requises, me paraît une absurdité absolue. Je crois donc que si la loi est maintenue, même vous savez que les maires de France vont de contre cette hypothèse, nous essaierons d'être les plus raisonnables possible. Peut-être pas, comme a proposé le président Falco, en consacrant uniquement aux zones piétonnes. Je suis sûr que ce soit un moyen de débattre suffisamment efficace, mais c'est un point de départ intéressant. Mais en réalité, c'est pas partout et tout le temps. L'observation nous démontre que le mercredi, on peut mieux qu'en semaine, que le week-end, on peut mieux sur certaines heures, que 6h ou 6h30 du matin, c'est mieux qu'à 8h, que 9h50, c'est mieux qu'à 17h30, etc. Je crois donc qu'il faut regarder les faits, regarder comment ça se produit, et adapter éventuellement une politique à ces réalités. Mais tout ce qui serait décrété comme fermeture totale d'une route toute la journée à un certain nombre de véhicules me paraît absolument. Donc j'ai demandé à accepter que nous ayons un délai pour réfléchir sur le sujet en étant le plus raisonnable possible, tout en respectant la démarche. Nous en étions à la 61 peut-être, 61. La collectivité de la Seine-Gaillon, on en parle. Le choix de gestion, voilà le carrément, je crois que. Merci, Monsieur le Président. Oui, nous sommes gestionnaires du corps de rôle, et c'est ce que nous devons envisager les moyens de dosage et bien de carénage, et on vous propose de relancer la procédure de DSP pour l'exploitation de cette terre de carénage, c'est ce qui se fait pour Observation, le point qui est plus, je vous remercie. L'option des statuts du conseil d'exploitation publique. Pour la gestion de la portuaire de la métropole pour les journées 2023, monsieur Roux. Monsieur le Président, merci. Chers collègues, dans le cadre des transferts, la métropole va fournir des
2016 à la création du régie portuaire doté de l'autonomie financière. Ce sont les ports de l'Égal-du-Levant, la Vadra-Gien, Port-le-Roi, Château-Fondu, Saint-Elme-à-la-Seigne, le Lazaret-à-la-Seigne, le Brusque-à-Citron, le port de Toulon-à-Seigne-sur-Mer. À la demande des finances publiques, mais aussi afin de simplifier la gestion administrative confidentielle du service et de mutualiser les ressources qui en découlent, il apparaît opportun de regrouper la gestion des ports au sein d'un seul budget annexe, à l'exception du port de Toulon, en raison de la nature de ses activités. Il résulte de cette décision d'approuver la création à compter du 1er janvier 2023 d'un conseil d'exploitation unique et commun à la régie des ports métropolitaines et à la régie des ports de Toulon et d'en approuver ses statuts. Merci, M. le Président. Observation, Jean-Philippe Sénateur, c'est la meilleure de la choses. C'est la loi, puisque ça va consister dans un marché unique, aller dans une direction où les corps fonctionnent bien, vont avoir vocation assez largement à financer les corps qui ont moins de ressources. Il va donc être quand même un peu vigilant qu'il n'y ait pas une influence totale pour ce qui est bien, les efforts de la maximum, et la comptabilité analytique qui devra être mise en place devra être très stricte et très suivie. On comprend les phénomènes de solidarité, et vous comprenez bien que les usagers d'un corps fonctionnent bien, qui ont envie de voir des investissements sur leur corps, des améliorations sur leur corps, et qui observeraient que ces bons résultats ne servent qu'à financer les corps qui ont plus de difficultés. Je ne suis pas sûr que l'intérêt général serait le gros rendez-vous. Donc, vraiment, comptabilité analytique, qu'on puisse marier ces deux situations, ces deux réalités. Ceci étant, c'est la loi. Je vais au vote qui est clos. À l'abstention, je vous remercie. Alors, vote sortir. Vote serviteur, également M. Cavana, Mme Lévy, M. Chapelard, M. Roux, Mme Biquet, M. Minetti, M. Vincent, M. Galat, et je vous propose la candidature de M. Buisseau pour présider la séance. Mes chers collègues, il s'agit de désigner les membres au conseil d'exploitation unique et commun de la régie des ports métropolitains et à la régie du port autonome décentralisé de Toulon. Le conseil d'exploitation sera composé de 12 membres, dont 2 conseillers métropolitains et 3 personnalités qualifiées. Les 2 conseillers métropolitains représentants de la commune de Toulon, M. Cavana, Mme Lévy, M. Chenevard, 2 représentants de la commune de Yaré-Palmier, M. Girand, deux représentants de la commune de Yaré-Palmier, M. Girand et M. Roux, 2 représentants de la commune de la Seine, Mme Biquet, M. Minetti, 1 représentant de la commune de Saint-Mandelier, M. Vincent, et un représentant de la commune de Sifour, M. Vialat, en tant que personnalité qualifiée extérieure au conseil métropolitain, propose M. Paul Habert, M. Yves Joly, M. Jean-Luc Delaunay. Il vote les candidatures. Non, je vous remercie. Vous acceptez de procéder à cette élection en LEP, en opposition. Merci. Alors, est-ce que vous acceptez de voter donc M. Cavana, Mme Lévy, M. Chenevard, M. Girard, M. Roux, Mme Piquet, M. Minetti, M. Vincent, M. Galat, M. Habert, M. Joly et M. Delaunay. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Ils sont donc élus. Et je rappelle, Monsieur le Président, pour clôturer la séance. Si je fais le tour. Pour la méthode, oui. C'est parce que je suis pas, on va faire avec monsieur. Voilà, pour vous laisser.
Les excuses de voler, c'est pas évident.